Développer une entreprise, c'est un peu comme cultiver des vignes. Il faut s'adapter aux aléas, être patient et croire en son instinct pour révéler le meilleur de chaque millésime. Développer l'entreprise familiale, défendre l'artisanat authentique, travailler sa capacité à se remettre en question pour aller toujours plus loin. Il partage cet état d'esprit. Louis Mouton, co-dirigeant de Champagne Jean-Hu, nous ouvre les portes de son parcours entre authenticité et audace sans jamais rien lâcher. Bienvenue dans Le Temps d'un parcours, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui entreprennent avec courage et engagement. Bonjour Louis. Bonjour Céline. Je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau de cette émission Le Temps d'un parcours, parce qu'en plus on se connaît bien et je suis vraiment honorée de te recevoir. L'honneur est pour moi. Merci pour ton invitation et me permettre de partager effectivement mon parcours. C'est une très belle occasion. Et je sais que tu vas inspirer tellement de personnes, Louis. Alors justement, l'émission c'est Le Temps d'un parcours, donc on va parler de ton parcours et de votre parcours. On va voir pourquoi je dis vous tout à l'heure. Oui. Alors aujourd'hui, tu es donc co-dirigeant de l'entreprise qui gère Champagne Jean-Hu, qui produit les champagnes Jean-Hu. Oui. Alors comment en es-tu arrivé là ? Eh bien, en fait, on a repris l'exploitation donc avec mon épouse Aurélie il y a maintenant 6 ans, en 2020. Et on en est arrivé là parce que Jean-Hu, c'était son grand-père. Elle est fille unique et du coup, on a décidé de reprendre l'exploitation pour faire perdurer l'histoire. D'accord. Et la tradition dans sa famille pour le champagne. Ouais. Et donc, on a abandonné la vie qu'on avait avant en région parisienne pour revenir sur l'exploitation en 2016. On a fait des formations pendant 2 ans. Okay. Et pour en 2020 reprendre définitivement le flambeau. D'accord. Donc, tu dis quitter la région parisienne. Donc, où se trouve l'exploitation ? Alors, on est situé dans la vallée de la Marne, à 20 km d'Épernay. Okay. On est vraiment au plein cœur de la vallée de la Marne, sur les côtes au sud. Et aujourd'hui, on exploite 9 hectares de vignes, avec les 3 cépages principaux de la Champagne. Et on cultive en viticulture durable et haute valeur environnementale. On a une certification pour ça. Et on fait nos vins, nos champagnes, on fait tout nous-mêmes. Justement parce que c'était l'histoire aussi de son grand-père qui faisait lui-même et qui a inspiré son père après et nous aussi, puisque on avait, même moi qui suis pas de ce milieu-là au départ, son grand-père m'inspirait beaucoup justement dans sa passion sur son terroir et sur son métier. Donc un bel héritage familial. Oui. Ouais. Et donc tu dis que tu n'es pas de ce milieu-là, donc tu viens d'où en fait? C'est j'ai un parcours professionnel qui est pas du tout effectivement issu de l'agriculture. À la base, moi j'étais chef de cuisine avant de reprendre. Donc mon parcours, j'ai dit à mes parents quand j'avais 5 ans que je serais cuisinier. Ah oui, d'accord. Donc voilà, t'avais ça en toi. Oui, c'était vraiment quelque chose qui me tenait. C'était ma passion. C'est ma passion, ça l'est toujours. Et donc j'ai fait une formation, j'ai fait un bac technologique en hôtellerie-restauration. Après j'ai fait un BTS à Paris dans une grande école de cuisine. Et puis très rapidement je suis devenu chef chez des traiteurs. Après j'ai travaillé dans des ministères, j'ai travaillé pour un milliardaire, j'ai fait pas mal de choses quand même très intéressantes. Ok, oui, tu as vécu des choses j'ai eu 1000 vies en 10 ans quoi. Ah, oui, parce que j'ai fait plein de choses super intéressantes. Qui m'ont aussi permis de développer mon caractère, qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais qui me permet justement d'avoir mes convictions, mais aussi d'avoir beaucoup d'empathie pour les gens avec qui je travaille ou la clientèle que je côtoie, puisque j'ai toujours été dans un milieu où il fallait être un peu dans le commerce aussi. Donc,
C'est un parcours hyper intéressant. Je me suis énormément enrichi tout au long de ces années, quoi. Ouais, d'accord. Et après, donc, une grosse reconversion pour reprendre l'affaire familiale. Il a fallu tout abandonner, en 2016. Et formation de 2 ans, tu disais tout à l'heure. Alors, j'ai fait 2 formations d'une année chacune. D'accord. La première, c'était ouvrier vigneron. J'ai pas voulu faire une formation pour reprendre l'entreprise à proprement parler, puisqu'il y a une formation normalement pour ça. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'ai voulu faire une formation vraiment axée sur le terrain, pour savoir ce que faisaient les gens qui après travaillaient pour moi. Donc, je me suis formé. J'ai fait une super. J'ai eu la chance d'avoir des formateurs qui étaient passionnés par leur métier, qui m'ont transmis aussi une partie de cette passion. Et c'est vrai que ça a été pas une révélation, mais ils m'ont appris en fait ce que c'était que l'amour du terrain, du travail en extérieur. Et de cultiver vraiment la vigne. Ouais, voilà. De produire et de faire pousser un fruit, de se rendre compte aussi de tout le travail que ça représentait. Et ça a été très intéressant pour ça. Et est-ce qu'on peut dire que ça a créé une nouvelle passion chez toi? C'est pas une. Alors, oui, ça a créé une nouvelle passion. C'est pas au même niveau quand même que la cuisine, parce que la cuisine c'est vraiment ancré en moi, et c'est vraiment ce pourquoi j'ai toujours voulu travailler. Ouais. Ça a créé une passion dans l'idée de transmettre en fait du plaisir. Oui, parce que quand on parle, en fait, on sent quand même qu'il y a quand même une passion derrière. On sent que c'est. Oui, parce que tu fais pas ça par hasard, quoi. Alors, je le fais pas par hasard, et j'ai pour principe de ne jamais faire les choses à moitié. Donc, si à partir du moment où on avait décidé, ça s'est décidé vers 2012-2013. À partir du moment où j'ai décidé qu'on allait le faire, qu'Aurélie et toi, vous êtes dit, allez, go, on y va, et on le fait ensemble en plus. Parce que je sais pas faire autrement que de m'investir à 100%, voire plus. Donc, sinon, faut pas le faire, en fait. Moi, je pars du principe qu'il faut pas faire les choses à moitié. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis, j'aurais pu faire une formation, en fait, pour apprendre à reprendre l'entreprise et puis à la gérer, la développer. Mais tu as voulu apprendre le terrain. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi, je veux connaître le terrain pour pouvoir reprendre cette entreprise? En fait, c'est quoi le... C'est mon histoire, ça, en cuisine, parce que j'ai jamais supporté, en fait, que quelqu'un me donne des ordres sans savoir ce que je faisais. Donc, c'est mes principes. Après, on les partage ou pas, peu importe. Moi, je considère qu'on peut pas donner des ordres à quelqu'un si on sait pas faire le travail qu'il fait. Donc, ou en tout cas, si on ne le comprend pas. Alors, le comprendre, effectivement, mais je pense même le savoir, parce que c'est et savoir le faire. Parce que aujourd'hui, pour reprendre sur le travail des vignes, par exemple, demander à un ouvrier ce qu'il a fait dans la journée sur la taille, on est en train de finir la taille là dans les vignes, lui dire t'as fait combien de superficie aujourd'hui, s'il dit j'ai fait 2 arts, ou si j'ai fait 10 arts, forcément c'est pas la même chose, mais il faut savoir dans une journée ce que quelqu'un est capable de faire. Donc on peut pas être exigeant avec le personnel, et puis même dans l'exécution du travail, on peut pas être exigeant avec le personnel si on sait pas ce qu'ils ont à faire. Et voir la qualité justement du travail qui est fait. Moi, en cuisine, quand j'étais chef, je contrôlais la qualité du travail qui était fait, aussi parce que je savais faire ce que les gens faisaient. D'ailleurs, ça, je fais une parenthèse là-dessus, mais ça se passe toujours comme ça en cuisine? C'est le chef, il contrôle toujours la qualité de ce que fait la brigade? Bien sûr. Bien sûr. Tu es responsable j'ai fait beaucoup de choses, mais le dernier emploi que j'ai eu, j'étais chef en collectivité. On faisait 1000 couverts par jour. Tu as quand même la centaine de 1000 personnes entre tes mains quand c'est comme ça. Donc, il faut pas. On joue pas, voilà. Et c'est moi qui étais responsable de ça. Donc, s'il y avait eu un problème un jour, c'est moi qui serais allé au tribunal. Donc, on joue pas avec ça. Voilà. Donc, ça fait combien d'années, du coup, maintenant que vous avez repris l'exploitation? C'est la 6e année là qu'on attaque notre 6e année, puisqu'on a repris le 1er janvier 2020, juste quand il fallait, avant le Covid, c'était parfait. Bien sûr, voilà. C'est tout. Après, c'est comme ça. Ça a été compliqué au départ, parce qu'effectivement, il y a eu le Covid, on a refondu entièrement l'identité de la marque, on a énormément travaillé pour le futur qui est aujourd'hui. Et ça nous a pris beaucoup de temps, il a fallu faire face à aussi des a priori de la part de sa famille, de la part d'autres personnes.
Mais on n'a pas lâché. Et le but étant de petit à petit développer la marque. Et mon idée à moi, en fait, on a 2 enfants. Et mon idée, c'est de dire un jour, les enfants, s'ils veulent reprendre, parce que je ne veux surtout pas les forcer, mais s'ils veulent reprendre, qu'ils aient le choix de reprendre, mais en ayant quelque chose qui fonctionne très bien. Oui, parce que vous l'avez tellement développé que maintenant, vous êtes aussi à l'export, alors que c'était franco-français. Alors, on travaillait à l'époque avec que des particuliers. Enfin, mes beaux-parents travaillaient qu'avec des particuliers, faisaient beaucoup de salons de déplacement. Et aujourd'hui, effectivement, on travaille de plus en plus avec des professionnels, donc restaurateurs, cavistes. Et l'export commence à se développer aussi. Alors, la conjoncture internationale n'est pas très favorable en ce moment, mais on a planté des petites graines à droite à gauche et ça finira par germer un jour. Ça marche toujours comme ça. Mais voilà, exactement. Alors, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps sur... en fait, on parlait tout à l'heure d'exploitation, de producteurs, etc. Moi, à ton contact, j'ai appris plein de choses sur le champagne. Oui. Et justement sur, par exemple, la différence entre producteurs, négociants, etc. Oui. Donc, je voudrais juste que tu nous expliques la différence entre un exploitant, un producteur comme vous, et par exemple des grandes maisons de champagne. Alors, on fait tous du champagne déjà pour commencer. C'est une bonne nouvelle. C'est notre point commun. Après, tout le reste est totalement différent, effectivement, parce que alors, il y a les négociants, les grosses maisons de champagne, les coopératives et les récoltants manipulants comme nous. La différence principale, c'est l'origine des raisins. Donc, sur nous, récoltants manipulants, on a nos vignes, donc on cultive nos vignes, on a notre production de raisins. À la vendange, on récolte nos raisins, on transforme le jus en vin, on fait les vieillissements, on travaille tout ça, on fait nos assemblages, et après on met en bouteille et on le fait le vieillissement, tout se fait au sein de l'exploitation. Les coopératives, c'est les coopérateurs amènent leurs raisins en coopérative, tous les raisins sont mélangés et pressés ensemble, et après il y a du vin qui est fait, donc où la coopérative vend des bouteilles à son nom, ou alors les coopérateurs peuvent reprendre les bouteilles directement à la coopérative et mettre leur nom sur la bouteille. D'accord. Et ensuite, les négociants, là pour le coup, ils peuvent acheter du vin en coopérative, ou ils nous achètent aussi des raisins. Nous, on vend une partie de notre production au négoce, puisqu'on n'a pas on n'écoule pas aujourd'hui assez de volume de vente pour les bouteilles. Donc, on vend une partie de notre production en jus. C'est pas du vin, c'est du jus. Ils viennent à la vendange chercher, dès que c'est pressé, ils viennent chercher les jus. Et ils achètent en fait du vin à tout le monde. Et ils assemblent. Et ils assemblent après. Alors ils ont des œnologues qui sont payés, enfin qui sont très très doués et très qualifiés. Mais c'est beaucoup plus standard en fait comme façon de faire, un peu plus industriel. C'est un peu plus industriel. Donc en fait, parfois on va avoir tendance à acheter une grande marque de champagne connue parce que on se dit que c'est une valeur sûre. Je parle dans les grands magasins et en l'occurrence, c'est pas forcément le meilleur champagne sans non, alors dénigrer le travail, sans dénigrer, mais tu effectivement, dis c'est plus industriel, quoi. C'est ça. En fait, s'il y a la grosse différence, ça va être l'identité du champagne. Ouais, d'accord. Nous, on a une vraie identité spécifique avec un terroir. Puisqu'en plus on a la chance, le grand-père d'Aurélie avait très bien pensé les choses, puisqu'il avait fait en sorte d'avoir toutes les vignes sur le même village. Très souvent, les vignerons en Champagne ont des vignes dans plusieurs villages. D'accord. Nous, toutes les vignes sont sur le même village, donc sur le même terroir. Donc on a une vraie identité sur les produits qu'on fait, sur les bouteilles qu'on fait. Les différences entre les différentes cuvées sont liées aux assemblages, au vieillissement qu'on peut faire. Mais on a vraiment cette identité territoriale. Il y a le terroir, il y a l'authenticité, c'est vous qui est important. C'est ça. Les négociants vont acheter du raisin en vallée de la Marne, dans l'Aube, dans la montagne de Reims, dans la Côte des Blancs, et vont mélanger tout ça. Donc, on a effectivement une qualité qui est garantie. Après, ils ont des coûts plus faibles, puisqu'ils font une plus grosse quantité, bien évidemment. Mais ils ont tout un service marketing qu'on n'a pas, donc on ne fait pas le même métier. Moi, je dis toujours, on ne fait pas le même métier. Voilà. Il y a du champagne, mais ce n'est pas le même métier. C'est ça. Okay, on a effectivement, comme tu disais, on a un point commun qui est le champagne, mais après, la façon d'aborder les choses n'est pas du tout la même.
Ouais, merci pour ces informations. C'est hyper important de comprendre en fait tout ça. Et pour terminer, j'ai une question aussi parce que vous avez une autre question. Vous avez donc repris l'affaire familiale, vous la développez. Oui. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des entrepreneurs qui ont repris une affaire familiale ou qui vont le faire? Alors, c'est compliqué ta question parce que j'aime bien poser des questions. Faut pas vexer au passage. Non, on va être honnête, c'est très compliqué reprendre une entreprise familiale parce qu'il y a toute une histoire en fait qui est. Alors moi j'ai la chance, c'est pas ma famille, c'était celle d'Aurélie. Mais il y a une vraie complexité à reprendre quelque chose qui a été fait par ses parents. Parce qu'il y a une histoire, il y a une façon de travailler. Bien sûr. Et quelque part, reprendre, on a envie d'amener sa patte, on dit. Mais c'est remettre en question une partie de ce qui a été fait dans le passé. Et la complexité, c'est d'avoir assez finalement de volonté pour dire non, je veux faire à ma façon. Ce que vous avez fait avant, si je veux le changer, c'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce qu'en fait, c'est peut-être plus à jour. Voilà, ou les choses évoluent, ou alors moi ma façon de voir les choses n'est pas la même et je veux faire à ma façon et de toute façon votre carrière est finie. Et ça c'est super difficile en tant qu'enfant de chef d'entreprise parce que c'est pas que pour les vignes, c'est pour toutes les entreprises je pense. Puis chacun fait de son mieux en fonction des générations aussi. Et je pense que par contre si je peux me permettre de passer un message aux générations justement qui veulent transmettre le flambeau, c'est de dire à un moment donné de laisser faire les jeunes. On a tous fait des erreurs dans notre vie, on a tous fait des bourdes, on a tous pris des murs, mais si on nous empêche de le faire, en fait, on ne se construit pas. Et les erreurs et les échecs, c'est ce qui permet de se construire. Bien sûr. Et en pensant bien faire, en disant ben non, faut pas que tu fasses comme ça parce que ça va pas marcher, je pense qu'on rend pas service aux gens. Ah ça peut freiner. Et ça freine le développement, ça freine la capacité d'apprentissage aussi. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément rendre service aux gens que de dire les anciens restent pendant 10 ans, ah bah oui, je vais t'aider. Non, ça aide pas en fait, parce que il y a toujours un commentaire qui est fait pour dire, bah moi j'aurais pas fait comme ci, j'aurais pas fait comme ça. C'est pas rendre service. Faut vraiment dire à un moment donné, moi tu vois, le jour où mes enfants, s'ils reprennent, je redis, je ne veux surtout pas les forcer, s'ils décident un jour de reprendre, et on en a déjà parlé, et pourtant ils sont encore jeunes, ils ont 16 ans et 18 ans, j'aurais dit, mais moi le jour où vous reprendrez, c'est le jour où je prendrai ma retraite. Et ce jour-là, j'arrête, vous vous débrouillez. Je vous laisse tranquille. Non, mais vous vous débrouillez. C'est votre truc après. Oui. Vous ferez ce que vous avez envie. Si vous réussissez, tant mieux. Si vous échouez, je serai là pour vous soutenir, mais pas pour vous aider. Je serai là pour vous soutenir parce que c'est à vous de trouver les solutions. Exactement. Merci beaucoup, Louis, pour ces conseils qui sont hyper importants. Et en fait, c'est vrai que je t'ai donné un conseil pour ceux qui reprennent, mais le conseil que tu as donné pour ceux qui transmettent est tellement fort. Je pense que oui, les gens se rendent pas compte qu'en fait, ils pensent rendre service et qu'en fait, ils font du mal. C'est comme quand on protège trop ses enfants, c'est pareil. C'est ça. Clair. Alors, il y a une chose dont je voulais qu'on parle, c'est ce que j'ai là, à côté de moi. C'est quoi ça? Eh ben, c'est quand j'ai fait ma formation, donc en 2016-2017. Je connaissais rien aux vignes, donc comme j'ai dit, je suis allé dans une maison familiale et rurale pour faire cette formation d'ouvrier vigneron. Et on passe le concours de taille, ce qu'on appelle le concours de taille. Et donc c'est un concours où il y a 900 participants, donc des jeunes de 15-16 ans jusqu'aux vieux comme moi. Et parce que j'étais un des plus âgés, un des candidats les plus âgés. Donc c'est un concours de 900 personnes et le sécateur qui est là, c'est le sécateur qui prouve que je suis arrivé premier cette année-là, donc sur 880 participants. Oui, premier sur 880. Ouais. Et donc il prouve que je sais tailler des vignes. Voilà. Bah, franchement, donc, ça s'appelle le sécateur d'or. Voilà. Sécateur d'or. Ouais, franchement, bravo. Et bravo. À l'époque, le responsable de la corporation des vignerons avait dit qu'il n'y avait jamais eu de score aussi élevé. Donc voilà. Quelle fierté, bravo. Hein. Voilà. Franchement, c'est top. J'en suis très fier, effectivement. C'est quelque chose qui... Tu peux l'être. Ouais. Franchement, bravo, Louis. Alors, figure-toi que nous arrivons déjà à la fin, ça va vite. Hein. Ça va très vite, toujours.
Alors, comment peuvent faire les personnes qui nous regardent pour te contacter et continuer à échanger avec toi, et puis vous contacter, bien sûr, pour découvrir votre champagne? Alors, on a notre site internet qui est en ligne, c'est champagnejeanhu.fr. Et ensuite, s'ils veulent me contacter, ils demandent mon numéro directement auprès de toi. J'ai une page Instagram aussi, moi personnellement et l'exploitation aussi. Tu as une page LinkedIn aussi? J'ai une page LinkedIn, j'ai une page Facebook. Voilà, donc on peut te contacter sans problème? Oui, sans problème. J'ai mon téléphone qui est public aussi, donc il n'y a pas de problème. Génial. Voilà. Super. Merci beaucoup, Louis, pour Merci tout ce toi. partage. C'était un honneur d'être avec toi, là, vraiment. Moi, c'était un honneur de te recevoir. En plus, tu as quand même le sécateur d'or. C'est pas mal. Merci beaucoup, Louis. Merci à toi, Céline.